Nous sommes le jour de Noël 1302, dans la région de Sunni, une vallée isolée des contreforts du Caucase, entre l'actuelle Arménie et l'Iran. Sur les hauteurs, à flanc de montagne, le monastère de Tatev domine le paysage escarpé, où souffle le vent glacial de l'hiver. Malgré le froid, les moines vêtus de leur tenue austère sont tous dans la cour. Ils s'agitent de façon inhabituelle, car il y a du nouveau au monastère. Une cloche en bronze vient de leur être livrée. Habituellement, de ce côté du monde oriental, les cloches sont généralement fixes, en bois, et activées à l'aide d'un bâton. Mais celle-ci est mobile, comme en Occident, et elle porte le nom de l'administrateur de la province de Sunni. Le prince, évêque et historien Stéphanos Orbélian. Avec l'aide de quelques hommes forts des villages alentours, les moines s'efforcent de faire monter cet objet lourd comme un cheval en haut de la tour de l'église principale. À droite, à gauche, encore un effort. L'écho de leurs exclamations se répand dans la vallée. Puis les voix se taisent. Et un son encore jamais entendu résonne finalement aux oreilles des habitants de toute la région. La cloche sonne pour la première fois, et ce son à la fois austère et divin fait entendre toute la singularité culturelle de cette région à l'identité si complexe. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut national d'histoire de l'art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs partagent avec moi leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne. C'est seulement 1 an après la pandémie que j'ai vu les cloches. Pour vous dire toute la vérité, je m'en suis voulu parce que je ne les avais pas déjà vues. Et ça, c'est un mystère parce que, effectivement, c'est de grandes cloches extrêmement imposantes. Elles pèsent à peu près, je n'ai pas réussi à les peser, elles pèsent à peu près 300 kilos chacune. Donc, ça fait 600 kilos de bronze, sachant comment le bronze est recyclé pour faire des balles, pour faire des objets. C'est une richesse en matériel important du monastère qui a été sauvegardée pour sa portée symbolique et qui a miraculeusement survécu à l'époque aux vicissitudes de l'histoire que la région a connu un grand nombre et à l'époque soviétique. C'est extraordinaire. Ioanna Rapti était historienne de l'art, spécialiste du monde byzantin et de l'Orient chrétien. Quand elle découvre les cloches du monastère de Tatev en 2021, elle réalise immédiatement leur ancienneté. Car ces cloches sont ornées d'une inscription, fondue à même le bronze. Donc l'inscription fait le tour de l'objet et nous donne le nom, le titre de Stéphanos, évêque métropolite de la région, et puis plus haut, avec des lettres plus petites, 2 formules de prière qui se réfèrent à l'idée même du son et à l'objet même de la cloche, en disant « Fais entendre la bonne nouvelle ou la nouvelle joyeuse de l'incarnation ». Ioanna Rapti connaît bien Stéphanos Orbélian. Il est au cœur de sa vocation pour l'étude de l'art arménien. À la fin du XIIIe siècle, il a écrit un texte intitulé « Histoire de Sunni », incontournable dans la culture arménienne. Un long ouvrage qui commence comme un livre d'histoire et s'achève comme un témoignage personnel que Ioanna Rapti découvre pendant ses années d'études à Paris. J'ai appris l'arménien classique. À l'époque, c'était à l'Institut catholique. Et le professeur, M. Mahé, nous avait demandé de traduire un passage assez long de ce texte qui avait quelques difficultés, mais qui n'était pas trop difficile non plus. Je me suis battue à le comprendre, à le traduire. C'était pas un passage sur les monuments, c'était un passage d'une expédition militaire. Mais il y avait un problème de chiffres que je ne comprenais pas. Il y avait une incohérence du texte et je voulais me faire aider par la traduction. Je me rappelle pas si la traduction m'a évidemment et finalement aidée. Mais je commençais à lire et ça m'a absorbée. J'ai lu comme un
roman policier, je n'aime pas les romans policiers, comme un roman historique. Le manuscrit de Stépanos Orbélian a été perdu. Mais il en existe des copies, dont une à la Bibliothèque nationale de France. En s'y plongeant, Ioana Rapti découvre l'histoire de la famille Orbélian, indissociable de l'histoire mouvementée de cette région reculée. Les ancêtres de Stépanos sont partis de Géorgie, expulsés, parce qu'ils avaient fait un pacte avec l'émir de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire ils avaient trahi le roi de Géorgie. Expulsés, convertis à l'islam, et ils sont revenus en arrière pour se reconvertir au christianisme, mais les autorités sont méfiées. Ils leur ont confié cette région limitrophe avec un passé, une tendance, une propension à la dissidence. Donc on leur confie cette région qui est un cadeau empoisonné. Si tout se passe bien, c'est utile au roi de Géorgie qui les protège. Si ça se passe mal, tant pis pour eux. Après de multiples rebondissements sur plusieurs générations, le texte arrive à la naissance de Stépanos dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Pour asseoir son autorité sur la région de Suni, celui-ci va se faire ordonner archevêque en Cilicie, où un royaume arménien s'épanouit à la même période. Et c'est sans doute là qu'il est inspiré à devenir non seulement prince et archevêque, mais aussi commanditaire, mécène et historien. L'histoire familiale telle que Stépanos la raconte est symptomatique, du destin fluide et de l'identité fluide dans cette région. Ce qui nous amène à penser combien l'instrumentalisation actuelle de l'histoire peut être futile. Ioana Rapti prend goût à ce genre d'histoire compliquée où les influences se mélangent dès le début de son parcours, qui commence dans son pays natal, la Grèce. Dès ma petite enfance, la première fois où j'ai mis mon pied dans un musée, je voulais devenir archéologue et depuis, mon jeu préféré était le musée. Je faisais des expositions et que je présentais à mes grands-parents ou à quelqu'un de la famille qui voulait bien les visiter. Et puis, à l'université, j'ai eu un véritable questionnement intellectuel que je n'ai jamais abandonné, en fait. C'est les limites de la réflexion ou les limites de l'étude. Je voulais aller au-delà de ce qu'on m'apprenait. De quelles limites vous voulez parler ? Avec tout ce qui était connu et qui était signalé, on arrivait à quelque chose qui était un peu plus énigmatique et souvent très intriguant, très curieux, qui avait l'air ancien, qui avait l'air particulier et qui venait du Caucase. Par exemple ? Mais c'est récurrent de trouver un sujet iconographique où on dit, le baptême du Christ, par exemple, se présente entre deux rochers, le Jourdain s'ouvre comme une forme de cloche. On le voit ça au grand monument de l'art byzantin et dans les évangiles arméniens de Trébizonde ou encore dans les évangiles de Mourni. Des appositions où plus on avance, plus on a des mots inconnus. On ne sait pas où est Trébizonde, on peut le savoir vaguement sur la carte. Et qu'est-ce que c'est que les évangiles de Mourni ? Et ça a commencé à m'intriguer. Et ces images étaient souvent reproduites de mauvaise qualité, de petites photos en noir et blanc. Impossible ou très difficile de trouver plus de bibliographie parce que c'était en russe, en arménien ou indisponible. Mais ça avait l'air très intéressant et très intriguant. Ioana Rapti n'a pas d'origine dans le Caucase. Alors pour élargir l'horizon de ses recherches, il lui faut élargir ses compétences linguistiques. J'ai eu l'occasion de venir à Paris en Erasmus. Là, ça a complètement bouleversé la géographie de mes études universitaires qui étaient très centrées sur le territoire grec actuel. Et puis, je trouvais une bibliographie bien plus conséquente sur le monde arménien. Je commençais à caresser cette idée, j'ai été très prudente. Une fois fini mes études universitaires, je suis revenue à Paris pour faire ça s'appelait à l'époque le DEA. Et là, j'ai décidé de me former en arménien et je me suis engagée à une thèse. J'ai eu la chance d'avoir un financement de la fondation Onassis. Financement modeste, mais suffisant quand même pour commencer mes études, tout en travaillant à la bibliothèque byzantine, qui me permettait d'avoir les livres sous le coude à volonté. Et donc, j'ai appris l'arménien et je n'ai jamais lâché, en fait. Ioana Rapti consacre sa thèse à une autre zone géographique aux influences diverses, la Crimée, une péninsule aujourd'hui au cœur du conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie, et déjà très prisée au XIIIe siècle, puisqu'elle est sur le chemin de la route de la soie.
Pour l'époque médiévale tardive, à partir du XIIIe siècle, la Crimée est une plaque tournante financière sur la route de la soie. Et là, les Génois installent un comptoir marchand, qui est une petite cité, voire une colonie, puisque tout le mécanisme administratif, économique et politique de Gênes s'y implante pour contrôler les routes du commerce. Beaucoup d'Arméniens d'Anatolie, du nord-est de l'Anatolie, empruntent la route juste à la côte sud de la mer Noire, région Trébizonde des Sinopes, traversent les bateaux qui doivent faire la traversée assez régulièrement et s'installent à Crimée, où une communauté arménienne connaît un essor très important le long du XIVe siècle pour devenir la plus importante parmi les communautés chrétiennes au XVe siècle et être ultérieurement transférée à Istanbul par les Ottomans pour redynamiser la ville conquise sur les Byzantins. Et ce sont des facettes un peu obscures de l'histoire parce qu'elles n'ont pas réussi à trouver leur voie, leur chemin jusqu'à la grande histoire narrative et événementielle. Donc, après ce premier manuscrit qui m'a donné cet angle de vue, j'ai étudié dans ma thèse de doctorat le corpus de manuscrits arméniens de Crimée du XIVe et XVe siècle pour voir comment une société émigrée, diasporique, se construit et affirme sa conscience et son identité collective fédérée autour de l'Église à travers une production artistique relativement moyenne, destinée à une classe de commanditaires relativement moyenne aussi. Et c'est ça qui m'a propulsée vers des manuscrits qui, jusqu'à l'époque, m'intimidaient, parce que tellement ils étaient beaux, du royaume arménien de Cilicie, qui sont peut-être l'aspect le mieux connu de l'art du livre arménien. Quand on parle des manuscrits du XIIIe, XIVe ou XVe siècle, est-ce qu'on peut parler d'art byzantin ? On a tendance à faire une équation qui n'est pas juste entre l'Empire byzantin et l'art byzantin. C'est commode, mais l'art byzantin est plus que l'art d'un empire qui commence avec Constantin et qui finit, comme tout le monde l'apprend à l'école, avec la prise de Constantinople par les Turcs ottomans. C'est un empire certes millénaire, mais dont les frontières ne cessent de se modifier et aussi la démographie ne cesse de se modifier. Il n'y a pas de population byzantine. Les Byzantins se définissaient comme les Romains. Donc dans cette géographie mouvante, complexe et fluide, l'Arménie est présente dans le monde byzantin, soit en partie dans son territoire, soit en garde de ses frontières, soit en voisin amical ou encombrant. Et les Arméniens sont très présents dans l'Empire. Plusieurs empereurs byzantins sont d'origine arménienne, ça c'est assez bien connu. Mais où est l'équilibre entre l'art byzantin et l'art arménien? Les deux sont en fait à ajuster au cas par cas. Dès le début de sa carrière d'historienne de l'art, Ioanna Rapti réalise que ce croisement d'influence et d'identité ne fait pas que générer des objets culturels passionnants. De ces frictions naissent aussi des conflits sérieux, des guerres, des pogroms, des génocides. Le monastère de Tatev, par exemple, où se trouvent les cloches portant le nom de Stéphanos Orbélian. Ce monument est situé à quelques encablures du Haut-Karabakh, une région autrefois arménienne et très récemment annexée par l'Azerbaïdjan. Je me suis trouvée l'année dernière, en octobre 2022, si je ne me trompe pas. J'ai pris une route que je connaissais. Je crois que c'était de Tatev à Goris, qui est la ville la plus proche de la frontière. Et la route n'était plus arménienne. Je suis tombée sur les militaires qui m'ont arrêtée et qui m'ont dit que je ne pouvais pas passer avec une voiture arménienne, c'est une voiture de location, que en tant que titulaire d'un passeport qui n'était pas arménien, je pouvais passer, mais c'était pas sûr si je allais pouvoir revenir. Et ça m'a fait vraiment, ça m'a fendu le cœur. C'est la région où se trouve le seul passage actuel vers l'Iran et qui est maintenant l'arrière-base des opérations humanitaires et militaires sur la frontière et qui est menacée de se trouver envahie, détruite, voire conquise et défigurée. Je ne veux pas envisager des scénarios malheureux, mais
En termes de patrimoine, la seule route pour l'Iran passe par la Sunni, longe le monastère de Tatef et tous les poids lourds qui transportent carburant, denrées alimentaires, humains ou au bétail longe le monastère à travers une toute petite route très étroite. Je n'ose pas imaginer l'impact des vibrations sur le monument à long terme. La grande fragilité du terrain de ses recherches saute aux yeux de Yohanna Rapti dès 1995, lors de ses premières missions archéologiques en Arménie. Le pays vient de sortir de l'Union soviétique. Il vient aussi de traverser la première guerre du Haut-Karabakh, qui a duré 6 ans. Un des premiers mots que j'ai appris, c'était « Tcheka, il n'y a pas ». Même si la guerre s'était arrêtée, les routes étaient creusées, les bâtiments délabrés. Il y avait de l'électricité pendant à peu près 3 heures par jour, de l'eau, on ne savait pas quand, pas de café, pas de cinéma, pas de restaurant, rien. Et le soir, il faisait noir total. La seule distraction possible pour les gens, c'était de se rendre visite les uns aux autres. Et ça m'a permis d'apprendre un arménien moderne que je ne parle pas très bien, mais je le parle de façon très fluide, qui me permet de voyager de façon indépendante un peu partout. C'était une expérience de vie, une expérience humaine particulièrement formatrice. Et dans ce noir total, il y avait une lumière, c'était le Matena d'Aran, l'Institut des manuscrits anciens, qui était ouvert, qui avait de l'électricité, où on pouvait consulter les manuscrits, on pouvait travailler, et où je me suis sentie accueillie, encouragée, et j'ai pu travailler, découvrir, avancer, apprendre à connaître et surtout à aimer l'art arménien et qui va avec l'Arménie. Au Matena d'Aran, Yohanna Rapti retrouve une autre copie, encore plus ancienne, de l'histoire de Sunni, le livre de Stepanos Orbélian, qui l'avait fasciné à la BNF. Elle se replonge dans la lecture et elle est à nouveau frappée par le point de vue de l'auteur, très original pour l'époque. Il sait lire, il est érudit, il a sûrement des gens qui l'aident. Son texte remonte au passé le plus ancien de la région, c'est-à-dire avant la conversion des Arméniens au christianisme au IVe siècle de notre ère. Il remonte à un passé beaucoup plus lointain. Et puis il relate des strates de l'histoire auxquelles il a accès par d'autres historiens. Il relate des témoignages qu'il a collectés à partir des sources écrites et sûrement aussi à partir de la tradition orale. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est le récit de son propre présent, dont il est témoin. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont il retravaille, si l'on peut dire, sa documentation et ses sources pour créer une histoire à la gloire de sa propre région et à la gloire de sa propre famille qui règne, entre guillemets, ou qui administre cette région. C'est en travaillant sur ce texte que j'ai compris qu'on ne pouvait pas dissocier le texte du moi de l'auteur, même si c'est une expression que j'emprunte à la narratologie, et qu'on ne pouvait pas classer l'auteur dans la seule catégorie des historiens. Même si elle fait référence au texte d'Orbélian régulièrement dans ses autres travaux, il faut attendre 2020 pour que Yohanna Rapti se lance dans un projet de recherche intégralement dédié à l'histoire de Sunni. Et pour étudier ce texte hors du commun, elle invente une nouvelle méthodologie. Le texte parle beaucoup de monuments. Je privilégie la lecture archéologique, donc ma source majeure sont les monuments que j'essaie de revoir. Rien n'est inédit ou inconnu, mais il faut le dénicher et le lire ou l'interpréter à la lumière du récit de Stepanos, ses aspirations, ses objectifs, ses inquiétudes et ses préoccupations. Donc, je vais essayer d'aller donc voir comment l'auteur vivait son espace et évaluer son témoignage sur les monuments. Donc, identifier ce qu'il y a dans le texte et ce qui subsiste, évaluer l'exactitude du témoignage et combler peut-être les lacunes que les vicissitudes de l'histoire avaient créées. Mais la pandémie, puis la deuxième guerre du Haut-Karabakh, empêche la chercheuse de se rendre sur place. Elle complète sa documentation par des photographies de la région prises au XIXe siècle, lorsque le livre de Stepanos Orbélian est traduit et publié en Russie, à l'époque où le tsar veut renforcer son contrôle sur les régions du Caucase.
Il s'agit d'une documentation photographique très systématique qui recoupe donc le territoire de Stépanoz et qui recoupe aussi le territoire intéressant et crucial pour les intérêts russes dans le Caucase. Les photographies sont l'œuvre d'un photographe très fin qui s'appelle Dmitri Ermakov, encore relativement peu connu, qui fait une œuvre extraordinaire, qui ne se contente pas de photographier uniquement le monument de Stépanoz-Orbelian, mais qui offre une illustration de très grande qualité des monuments dans leur paysage naturel, dans leur cadre naturel, qui est précieuse pour la confrontation avec la documentation archéologique actuelle. Mais cette campagne photographique, aussi réussie soit-elle, ne peut pas remplacer le voyage sur le terrain. Ioana Rapti n'obtient pas d'autorisation de mission du CNRS, alors elle finit par se rendre en vacances à Tatev en 2021. Et c'est là, en personne, qu'elle a pu identifier les cloches du monastère. En déchiffrant les versets qui les décorent, elle se rend compte qu'elles sont non seulement contemporaines de Stépanoz-Orbelian, elles sont certainement commanditées par lui. Tout converge à faire croire que Stépanoz, qui est un commanditaire très savant et très subtil, a orchestré sa propre commémoration. On ne sait pas s'il a pressenti sa mort, mais l'intuition est qu'il l'a pressenti. 1302 est la date de la copie du manuscrit. Et c'est à la même date qu'est fabriquée la première cloche, la plus ancienne, datée de 1302. On sait qu'il meurt en 1303. Un an après sa mort, 1304, comme première commémoration, on a dû faire sonner la seconde cloche où le verset appelle la nouvelle de la résurrection à partir des ossements desséchés. Ça fait allusion au passage de la résurrection à partir des ossements secs du prophète Ézéchiel, en disant « Fais-moi entendre le son et mes ossements vont tressaillir de joie. » C'est mon cœur qui a tressailli. À l'heure de la prière du monastère, lors de ce voyage de 2021, Ioana Rapti a entendu la cloche de Stépanoz-Orbelian. Le son a résonné dans la vallée comme il a résonné le jour de Noël 1302, quand la première cloche est arrivée au monastère. Et la cloche a sans doute rythmé la vie des habitants de la région pendant plus de 700 ans. Pourtant, Ioana Rapti n'a pas constitué d'équipe locale pour l'aider dans sa relecture matérielle du texte d'Orbelian. J'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé en me donnant des informations, mais ça aurait été très difficile d'inscrire mon sujet dans une problématique partagée. Je ne prétends pas à la vérité, mais je prétends pouvoir restituer une réalité historique. Le risque, ce serait de me plier dans des clivages ou des préoccupations identitaires, ou encore d'être instrumentalisé dans des rivalités, petites rivalités régionales, commerciales, entre communautés, villages, monuments, voire religieux. Ioana Rapti est aujourd'hui directrice d'études à l'École pratique des hautes études de l'université PSL, comme Paris Sciences et Lettres. Elle a transmis sa passion à des étudiants devenus chercheurs. À sa grande satisfaction, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à l'art médiéval du Caucase. Parmi les sources utilisées par cette jeune communauté de chercheurs, il y a les photographies de Dmitri Ermakov. Un grand nombre sont conservés au sein de la collection chrétienne et byzantine Photothèque Gabriel Millet de l'École pratique des hautes études, dirigée par Ioana Rapti. Par ailleurs, 2 albums du photographe ont récemment été acquis par l'Institut national d'histoire de l'art. L'INHA est par ailleurs producteur de ce podcast en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Merci pour votre écoute.